Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, bienvenue dans votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre et votre podcast du jour est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien d'actualité économique. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. La Wallonie annonce fièrement un taux de quasi plein emploi. Que se cache-t-il exactement derrière cette affirmation ? Didier Pacot, économiste, nuance. Et donc c'est une définition qui est un peu trompeuse, mais en fait ça peut cacher un chômage structurel extrêmement important et un taux d'emploi très faible. Vous n'êtes peut-être pas directement concerné, mais restez bien à l'écoute car cela implique peut-être vos enfants. L'argent virtuel dans les jeux vidéo agace Test Achat. Les règles du jeu s'appliquent exactement de la même manière dans le monde réel que dans le monde virtuel. Nous creuserons les sujets avant de retrouver l'experte boursière de think tank Itinera. Z sur 7 à la une. La Wallonie affirme être proche du plein emploi, une déclaration contre-intuitive pour la majorité d'entre nous. En effet, malgré 40 000 postes vacants pour 225 000 chômeurs, un problème persiste. De nombreux chômeurs ne possèdent pas les compétences demandées par les entreprises. Didier Pacot, économiste. Ceux qui sont structurellement au chômage, donc qui n'ont pas les compétences ou qui sont trop loin des lieux de travail, eux ne sont pas considérés dans la définition du plein emploi. Et donc c'est une définition qui est un peu trompeuse, parce que ça donne l'impression que c'est très positif, puisqu'une région ou un pays est en plein emploi, mais en fait ça peut cacher un chômage structurel extrêmement important et un taux d'emploi très faible. La Wallonie a du mal à surmonter ces obstacles structurels à l'emploi. En Flandre, le marché du travail est plus performant, notamment grâce à une formation plus efficace et un accompagnement de meilleure qualité. C'est une question de formation, de rapidité de formation des chômeurs qui arrivent au chômage et plus fondamentalement un problème d'enseignement, surtout l'enseignement professionnel. Si les entreprises souhaitent recruter mais ne parviennent pas à trouver du personnel qualifié, elles seront contraintes d'augmenter les salaires, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation. Z sur 7 à la une. L'économie du vélo en Belgique a connu une forte progression, frôlant le milliard d'euros en 2022, avec une augmentation de 90% depuis 2015. Karl Lechat, directeur des magasins de vélo Lucien, attribue cette croissance à plusieurs facteurs. Il y a bien évidemment eu le boom du Covid qui a accéléré l'utilisation du vélo. Il y a l'électrification qui a vraiment aidé. On voit par exemple les vélos cargo. Sans l'électrification, ça n'aurait pas eu un tel essor. Il y a l'infrastructure aussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on voit un énorme progrès sur tout ce qui est pistes cyclables, rues, vélos dans les villes. Et puis, last but not least, il y a également le leasing qui a vraiment donné aussi un beau coup de boost à l'utilisation et l'achat de vélos pour des gens. Selon SD Works, 14% des PME bruxelloises offrent désormais des vélos d'entreprise. Ces vélos bénéficient d'une exonération fiscale pour les employés et présentent également un avantage fiscal pour les entreprises. Alexia Van Zeulen est conseillère PME pour SD Works. Les entreprises disposent également de systèmes comme le budget mobilité, de pouvoir échanger sa voiture de société pour des solutions de mobilité durable, et le vélo d'entreprise est une solution de mobilité durable. Et les entreprises peuvent utiliser également le plan cafétéria qui permet de flexibiliser le salaire, d'individualiser le package salarial du travailleur et de l'optimiser également. Sachez qu'en Belgique, 1000 vélos en leasing génèrent près de 3 millions d'euros pour l'État et créent 27 emplois par an. L'année dernière, environ 620 000 vélos ont été vendus. Z sur 7 à la une. Les achats intégrés dans les jeux vidéo tels que Pokémon Go ou Fortnite génèrent des revenus colossaux, atteignant aujourd'hui 46 milliards d'euros.
Testachat dénonce le manque de transparence ainsi que l'utilisation de monnaie virtuelle au sein de ces plateformes. L'association a déposé plainte auprès de l'Union européenne. Écoutez Julie Frère, porte-parole. C'est un business extrêmement juteux. Aujourd'hui, 46 milliards d'euros qui vraiment dépendent de ces achats intégrés via des pratiques qui visent à manipuler les consommateurs pour acheter toujours plus. Concrètement, les jeunes dépensent en moyenne 39 € par mois en achats intégrés et sont particulièrement sensibles à ces pratiques. Ces jeux imposent souvent des achats sous forme de lots, ce qui complique l'estimation du coût réel pour les joueurs. Il y a vraiment un manque de clarté flagrant sur la valeur, sur le coût réel des monnaies virtuelles. Vous n'allez jamais, par exemple, pouvoir acheter une monnaie à l'unité. Donc une monnaie, 1 €, ça n'existe pas. Vous devez toujours acheter par lot. Donc en réalité, pour vraiment savoir ce que vous achetez, vous devez sortir votre calculatrice, faire des calculs complexes. Les associations de défense des consommateurs exhortent l'Europe à s'attaquer à ce géant économique. L'année dernière, le chiffre d'affaires de la première industrie culturelle mondiale était de 168 milliards d'euros. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, les meilleurs experts boursiers décryptent les marchés financiers. Avec Z sur 7, vous êtes toujours au courant des dernières tendances économiques. Aujourd'hui, retrouvez l'experte boursière Julie Eyters de BNP Paribas Fortis. La Banque centrale européenne a réduit ses taux de 3,5%, marquant la deuxième baisse cette année pour soutenir l'économie. Voilà, donc il faut remettre un peu dans le contexte. Cet été, on avait des chiffres de l'inflation qui étaient globalement en ligne par rapport aux attentes, avec quelques petites nuances. D'un autre côté, on a eu quand même des signaux de faiblesse, spécialement dans l'industrie, mais également sur la croissance de l'emploi. On avait le bureau de plan hier qui en parlait justement. Voilà, donc la porte était grande ouverte pour une baisse des taux, et donc on a eu une baisse de 25 points de base comme attendu. Pas vraiment de surprise, hein. Donc Christine Lagarde a activé cette option et donc on a des taux de l'ordre des 3,5%. Alors je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir un petit peu du message de la BCE, le premier, c'est que les attentes de croissance, donc les prévisions d'attente de croissance de la BCE, ils les ont revues un tout petit peu à la baisse pour passer à 0,8% pour 2024 et 1,3 pour 2025. Donc, heureusement qu'on a eu cette baisse de taux. D'un autre côté, au niveau prévision de l'inflation, ça reste inchangé. On a des attentes pour 2024 à 2,5% et 2025 de l'ordre des 2,2%. Donc de ce côté-là, on va dans le bon sens. Alors au niveau du discours et un petit peu du message clé, je dirais que Christine Lagarde ne s'est pas vraiment engagée quant à la trajectoire des taux futurs. Ils vont observer les données et donc ils sont prêts à maintenir ces taux relativement restrictif et donc relativement haut pour aller dans la direction d'une inflation à 2% qui reste l'objectif. Quel est l'impact concret sur le portefeuille des Belges ? On sait qu'une banque centrale qui baisse ses taux, on va avoir des conditions monétaires qui deviennent de plus en plus accommodantes. Hein, et donc, ça peut impacter notamment les obligations à long terme. Donc, lorsque les taux baissent, vos obligations prennent de la valeur et très certainement à long terme parce que les investisseurs vont chercher un peu plus de rendement sur la courbe. Et donc, c'est ce qu'on a pu observer finalement depuis début août. Donc, le marché avait quand même anticipé. Peut-on considérer que le secteur immobilier coté constitue une classe d'actifs intéressante dans le contexte économique actuel ? Alors, au niveau européen, on a connu moins de volatilité au niveau des prix sur le secteur immobilier cette année. Hein. On a toujours des rendements de l'ordre des 4%, donc c'est 1% de plus que le stock 600 globalement. Ça peut toujours être important, évidemment, pour un investisseur. Alors, au niveau belge, on peut dire qu'on a un petit peu de retard par rapport au niveau européen en termes de performance. Le secteur européen est à plus ou moins 6% depuis le 1er janvier de cette année. Si on regarde certaines des CIR, les fameux CIR, certaines sont à 0, légèrement positives, mais on a encore pas mal qui sont en négatif. Donc, depuis le pic de volatilité de début août, elles ont repris 10%. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, évidemment, pour
pour les investisseurs qui sont investis dans l'immobilier. Et donc, pour répondre à votre question, il ne faut pas oublier que le marché anticipe quand même toujours beaucoup. Et donc, il faut intégrer ça dans notre manière de gérer. Aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse par rapport à l'ampleur et la fréquence des baisses de taux. On verra par la suite. Nous arrivons doucement au terme de ce podcast. Les 5 dernières minutes sont consacrées à Itinera et au CCB. L'économie en mouvement. Le think tank Itinera dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Le décrochage scolaire est l'un de nos problèmes politiques majeurs. Décrocher pour un jeune, c'est quitter l'école sans avoir de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou de formation qualifiante qui est sanctionnée par une attestation de réussite. Joël Van Cotter analyse la problématique autour de 3 questions. Première question. Pourquoi le décrochage scolaire est-il si grave ? Parce que c'est une des racines de la pauvreté. Les chiffres ou les témoignages de terrain nous disent la même chose. Les personnes qui ont décroché travaillent moins ou ont des revenus du travail plus faibles. De fait, elles se retrouvent plus souvent en situation de pauvreté, voire d'exclusion. Elles peuvent alors être confrontées au cercle vicieux, où les problèmes de revenus vont être cumulés à des problèmes de logement, de santé, de bien-être, de participation à la vie culturelle ou démocratique. Deuxième question. Comment peut-on mesurer le décrochage scolaire ? Il y a 2 manières de le mesurer. La première, c'est par enquête. Plus précisément, l'enquête européenne sur les forces de travail, réalisée de manière identique partout en Europe, permet de décrire l'évolution du décrochage. Ces données sont reprises par StatBel, les statistiques officielles. Malheureusement, elles ne sont pas assez fiables. On peut craindre en effet qu'il existe un biais de participation. La partie la plus pauvre de la population participe moins à l'enquête et se voit donc sous-représentée dans les résultats. Mieux vaut alors privilégier la deuxième façon de mesurer en allant chercher directement les données dans les établissements scolaires. Autre problème, les définitions du décrochage ne sont pas les mêmes des côtés francophones et flamands. Mais, pour faire simple, on peut se fier aux données issues des écoles de Flandre. Troisième question. Quelle est la tendance du décrochage scolaire en Belgique ? Les données de StatBel sont rassurantes, puisqu'elles indiquent une réduction constante du décrochage depuis 20 ans. Mais si l'on prend les chiffres des écoles flamandes, l'image est toute différente. D'abord, il y a stabilité, et non baisse. Ensuite, le niveau est 2 fois plus haut, de l'ordre de 12% de décrochage. Enfin, et peut-être surtout, il y a en fait une double tendance. Les enfants qui proviennent de familles riches décrochent de moins en moins, et donc leur situation s'améliore, alors que les enfants qui proviennent de familles pauvres décrochent de plus en plus, et donc la situation se dégrade. Pour conclure, en plus du danger du décrochage pour les personnes, il importe d'attirer l'attention sur le danger de cette faiblesse des statistiques pour la démocratie. Car si un discours officiel dit que tout va bien, alors que sur le terrain, les enseignants, les assistants sociaux, les parents savent que ce n'est pas le cas, cela ne peut que nourrir la méfiance à l'égard du monde politique. Il faut donc agir sur la réalité et préciser l'image que nous en avons. Merci de votre fidélité, j'espère que cet épisode vous aura informé et apporté de nouvelles perspectives. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser vos impressions. Avant de nous quitter, retrouvez Valérie du CCB qui évoque les mesures de cybersécurité relatives aux fournisseurs TIC. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Valérie du CCB. Les fournisseurs TIC des organisations couvertes par la nouvelle loi NIS 2 doivent également prendre les mesures de cybersécurité appropriées. En outre, ils fournissent souvent des services à des organisations opérant dans différents secteurs. Les TIC sont souvent externalisés, mais la responsabilité juridique reste du ressort de l'entité NIS utilisateur du système. En vertu de la loi, ce dernier doit exiger des garanties et des certifications de la part de ses fournisseurs. L'utilisation de référentiels Cyber Fundamental permet généralement de répondre adéquatement à cette responsabilité de la chaîne d'approvisionnement. Dressez donc une liste de vos principaux fournisseurs de TIC et demandez-leur de respecter et de démontrer leur niveau de cybersécurité. Enfin, intégrez cette liste à votre propre évaluation de la cybersécurité. Pour plus d'informations, allez voir le site atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique.
œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.